Bonsoir. L'épidémie de sida a 25 ans. Elle a contaminé 65 millions de personnes, elle a fait 25 millions de morts. Alors une telle mortalité est à la mesure d'une guerre mondiale, et pourtant elle mobilise moins les gouvernements et même les opinions publiques que d'autres menaces, pourtant moins meurtrières, comme par exemple le terrorisme. Alors le dessous des cartes va consacrer 3 volets au sida. D'abord pour voir comment évolue la pandémie, ensuite comprendre son impact sur les sociétés, notamment africaines, et puis enfin je vous exposerai la situation des enfants face au sida. À l'échelle mondiale, la photographie du sida, c'est cette courbe qui montre l'évolution entre 1980 et 2005 du nombre d'adultes vivant avec le VIH. Je vous rappelle que le VIH est le virus qui provoque l'infection, dont le stade final s'appelle le sida. Premier constat sur cette courbe, la progression de la pandémie est rapide et globale. On passe de quelques dizaines de personnes infectées dans un petit nombre de pays en 1981 à plus de 10 millions en 1991, et ce, partout dans le monde. Aujourd'hui, le VIH touche près de 40 millions de personnes et continue de progresser. 4 millions de personnes ont été infectées pour la seule année 2005. Deuxième caractéristique de cette courbe, c'est sa légère inflexion vers la fin des années 90. Donc cela pourrait laisser penser que l'épidémie ralentit. Eh bien en fait, il s'agit du délai moyen de 10 ans qui sépare le moment où une personne est infectée de celui où les signes de la maladie apparaissent. Le milieu des années 90 correspond au moment où les personnes contaminées par le virus dans les années 80 commencent à mourir en grand nombre et du même coup ils disparaissent de ce graphique. Sur la seule année 2005, près de 3 millions de personnes sont mortes à cause du sida, en disparaissant donc de la courbe. Maintenant, répartissons ces statistiques selon la classification régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Apparaissent 2 nouveaux éléments. D'abord, près de 12 ans s'écoulent entre le moment où l'épidémie apparaît, en Amérique et en Afrique en 1981, et le moment où elle gagne le Pacifique occidental en 1992. L'isolement géographique ou politique de certains pays les a provisoirement tenus à l'écart de l'épidémie. Deuxième élément, il y a une accélération de l'épidémie au milieu des années 90 avec les changements que connaît l'Est de l'Europe. Dans les anciennes républiques soviétiques, comme l'Ukraine ou même la Russie, l'épidémie profite en même temps de 3 ruptures. Avec l'éclatement de l'URSS en 1991 et la création des nouveaux États indépendants, l'ouverture des frontières favorise la circulation des personnes, mais aussi en même temps celle du virus. Ensuite, il y a la privatisation des systèmes de santé qui affaiblit les politiques nationales de prévention et de surveillance et réduit l'accès aux soins. Et puis enfin, il y a les réformes politiques, économiques, sociales. Et pour une partie de la population, ces changements engendrent de l'incertitude, de l'exclusion, parfois de la violence, et on enregistre une hausse importante de la consommation de drogue et de la prostitution, qui sont tous deux des vecteurs de cette épidémie. Maintenant, nous regardons la situation en Asie. Sur la carte, en plus sombre, on repère les pays où plus de 1% des adultes sont touchés. Au total, environ 8,5 millions de personnes étaient infectées en Asie en 2005. Si on ajoute à cela le fait que cette région du monde est à la fois la plus peuplée du globe et celle où l'épidémie est la plus active, on mesure la gravité de la situation. L'Inde compte plus de 5 millions de personnes infectées. Elle est aujourd'hui le pays du monde le plus touché par l'épidémie et elle pourrait passer à 20 millions en 2010. Le cas de la Chine est intéressant car il permet de comprendre les enchaînements épidémiques. La plus ancienne épidémie en Chine débute vers 1989 parmi les consommateurs de drogues injectables dans la province du Yunnan, près du Triangle d'Or. Aujourd'hui, elle s'étend aussi dans le Sichuan et dans le Xinjiang. La deuxième épidémie, c'est celle qui touche la population des homosexuels hommes. Et comme ils sont stigmatisés et culpabilisés, ils restent cachés et ils échappent aux mesures de prévention. Même chose d'ailleurs pour les prostituées ou les consommateurs de drogue. En 2000, une 3e épidémie démarre au centre du pays, dans la province du Henan. Cette fois, il s'agit de populations rurales
très pauvres, qui vendent leur sang pour compléter leurs revenus, sans qu'aucune des règles de contrôle et d'hygiène ne soit respectée. Et ces 3 épidémies fabriquent la 4e, qui se développe actuellement dans la population hétérosexuelle, notamment dans sa frange la plus vulnérable, comme les travailleurs migrants qui quittent les campagnes pour chercher un travail en ville. Alors résultat, on estime aujourd'hui à moins de 1 million le nombre de personnes vivant avec le VIH en Chine, mais on prévoit environ 10 millions dès 2010. Ce cas de la Chine illustre bien comment le VIH-Sida s'adapte au contexte économique, social, culturel d'une région ou d'une population pour mieux s'y propager. Regardons maintenant quelle est la situation, cette fois dans les pays riches, comme par exemple aux États-Unis. Voici l'évolution du nombre de personnes vivant avec le VIH aux États-Unis, en hausse constante depuis 1985. Et voici maintenant la courbe des décès liés au sida, avec, on le voit, cette chute très nette de la mortalité à partir de 1995. Eh bien, cette cassure, c'est le résultat qu'obtient immédiatement la distribution généralisée des traitements antirétroviraux à partir de 1995. En prolongeant la vie des personnes infectées, ces traitements, qu'on appelle aussi les trithérapies, font baisser la mortalité de ces personnes infectées, qui sont donc de plus en plus nombreuses puisque leur nombre n'est plus diminué par les décès. Quel que soit le pays, riche ou pauvre, l'évolution est la même à partir du moment où les traitements antirétroviraux sont délivrés à ceux qui en ont besoin. Dans plusieurs pays très touchés, la généralisation des traitements contribue à ralentir et même à stabiliser l'épidémie. Thaïlande, Brésil, Ouganda, le mécanisme est simple. À partir du moment où, grâce au traitement, être séropositif ne veut plus dire qu'on est condamné, à plus ou moins brève échéance, eh bien les gens acceptent plus facilement le dépistage. Ils sont alors mieux conseillés, mieux suivis, donc moins susceptibles de transmettre eux-mêmes le virus. Autrement dit, les traitements sont efficaces pour lutter à la fois contre la maladie elle-même et contre l'extension de l'épidémie. Donc, où en est-on de l'accès aux traitements en 2005 ? Regardons la situation sur le continent africain. Voici la couverture des traitements en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui reçoivent le traitement parmi celles qui en ont besoin. En 2002, il est partout inférieur à 10%, sauf au Sénégal, au Gabon et en Ouganda, où le traitement couvre entre 10 et 25% des besoins. Les choses évoluent un petit peu en 2005, avec une couverture moyenne de 17% à l'échelle du continent, mais seuls l'Ouganda, la Namibie et le Botswana affichent une couverture supérieure à 50%. À l'échelle mondiale, il faut le savoir, le pourcentage est en moyenne de 20%, ce qui veut donc dire que 80% de personnes qui en ont besoin ne reçoivent pas le traitement. Alors on peut déjà retenir 2 choses de cette pandémie. Elle est multiple, elle est très dynamique et elle est poussée par de nombreux facteurs. Mais on sait la ralentir, notamment par la généralisation des traitements. Et c'est là justement que les choses deviennent complexes. D'abord, dans les pays les plus touchés, les systèmes de santé sont épuisés par l'épidémie. Ils n'ont plus les capacités humaines et logistiques pour prendre en charge un nombre de patients aussi important. Ensuite, la mise en œuvre des accords de l'OMC sur la propriété intellectuelle renforce la protection de ceux qui détiennent les brevets, donc les laboratoires pharmaceutiques. Du coup, ils enlèvent la souplesse que des pays comme l'Inde ou le Brésil avaient pour produire et exporter des copies génériques des traitements. Donc, les pays importateurs sont de nouveau soumis au prix fixé par l'industrie pharmaceutique. Alors, vous voyez, il n'est pas ici question de fatalité dans cette démonstration, mais bien une question de volonté et de choix. Alors sur cette question essentielle, vous pouvez lire le rapport 2006 de l'ONU-SIDA sur l'évolution de l'épidémie mondiale. Vous pouvez lire aussi La santé, enjeu de la gouvernance mondiale. C'est une étude du CERI qui a été préparée par Marc 19. La revue Colors, qui est un trimestriel bilingue et mondial, consacre sa livraison de l'été 2006 au SIDA. Il est nécessaire d'être tout à fait mobilisé, vous l'avez compris. De nombreuses organisations travaillent dans ce sens-là. Eh bien, vous pouvez retrouver leurs noms et leurs adresses sur le site du dessous des cartes.